Alors, on passe à la question suivante, même si on a envie de développer davantage ce point-là, mais on va avancer. Quel est justement le plus gros scandale dans votre industrie? Alors, concernant la tech, on va clarifier en fait, pour moi, la plus grosse problématique et le plus gros scandale est venu de là. C'est lié à l'utilisation des données personnelles. Alors, comment fonctionne grosso modo la tech? La tech fonctionne sur deux couches. La première couche, c'est avoir de la donnée, big data, avoir énormément d'informations de tout le monde. Et cette information, en fait, c'est nous qui la produisons en utilisant un maximum des outils en fonction de ce qu'on va liker, de ce qu'on va regarder, de ce qu'on va... Voilà, toutes les informations, on va laisser une trace numérique donc, sur Internet. On construit cette information-là avec les publicitaires, avec des sponsors, ils vont vous targeter sur telle et telle information, ce qui génère de l'argent. Google, sa première source de revenus, c'est de la publicité. Très bien. Ça, c'est en réalité que la première couche. Mais ça, il faut bien comprendre que, un petit peu comme dans la crypto-monnaie où en fait, tu peux miner pour faire de la crypto-monnaie, et ensuite, cette crypto-monnaie, tu la détiens, tu la revends ou pas, mais tu as de l'argent. En réalité, quand on consomme donc, les différents outils tech, en publiant, en consommant, likant, partageant, ainsi de suite, c'est comme si on minait en fait de la big data, une partielle de big data nous concernant. Et sauf qu'on ne détient rien, parce qu'en fait, on la donne gratuitement. Et pour faire ça, en fait, ils nous proposent donc ces outils pour qu'on mine gratuitement ces données. Ça, c'est la première couche. La deuxième couche qui vient par-dessus, c'est l'intelligence artificielle. Ça veut dire les algorithmes qui vont, en fait, avec ces différentes informations, essayer de créer des profils et pour pouvoir anticiper les décisions éventuelles, par exemple, que vous pouvez prendre dans le futur. Et par exemple, il y a un test très connu chez Facebook qui dit que ils ont fait un test avec 300 likes. Eh bien, ils arrivent à avoir des informations basées sur un questionnaire plus exact, avoir plus d'informations exactes que le propre conjoint de cet utilisateur. Nous pouvons transformer vos likes sur Facebook en des prédictions fiables de vos opinions politiques, religieuses, de votre intelligence, votre orientation sexuelle, ou même si vos parents sont divorcés. D'après lui, en analysant 10 de vos likes sur Facebook, l'algorithme vous connaît mieux que vos collègues. Avec 100 likes, il vous connaît mieux que votre famille. Et avec 230, il vous connaît mieux que votre conjoint. Et pour aller encore plus loin et répondre donc à la question donc, de scandale, justement, ce qui s'est passé, c'est que à partir de ces informations, parce que c'est tout le business model finalement de Facebook et des autres, eh bien, ça a été utilisé pour, par exemple, des élections. Et c'est l'un des plus gros scandales, selon moi. Ça a été utilisé, par exemple, dans un premier temps par Obama, c'est-à-dire qu'ils ont fait des profils d'électeurs. Ils se sont dit, tiens, ces profils-là votent pour tel parti, donc on va essayer de targeter toutes les personnes qui ont un profil similaire pour leur faire la publicité d'Obama pour qu'ils puissent voter pour nous. Et puis ensuite, c'est parti encore un niveau plus au-dessus avec l'affaire, vous avez dû entendre parler, Analytica, où Facebook a revendu donc à cette société des données de 80 millions d'utilisateurs Facebook pour pouvoir être utilisés pour les élections, cette fois-ci, de Trump. Okay, et après, il y a eu donc tout un scandale parce que ça s'est fait à l'insu de ses utilisateurs. Analytica a déposé le bilan, a fait faillite, et on dit qu'ils ont détruit ces données, sauf qu'ensuite, il y a eu des lanceurs d'alerte. En réalité, ces données n'ont pas été détruites, et ils ont été en fait renvoyés vers une autre société, Aggregate IQ, si je me souviens bien, qui a utilisé donc ces données de ces 80 millions d'utilisateurs Facebook, notamment pour influencer lors du référendum du Brexit. Aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont ces données. Peut-être que ces données ont continué à circuler, on ne sait où. Et c'est ça, en fait, pour moi. Donc ça a été un gros scandale, c'était une grosse polémique. Ça a impacté d'ailleurs la cote, l'action de Facebook. Mais c'est vers cela où on va, où on est en train de construire nous-mêmes. On revient à l'idée de Make the World a Better Place. On construit nous-mêmes toutes ces informations qui vont être utilisées d'une manière ou d'une autre, qui vont partir dans la nature et forcément qui sera à notre détriment. Quel est le plus gros scandale dans la santé? Mediator Tellement.
C'est-à-dire qu'il y a le plus gros, c'est le Covid, je pense. C'est vraiment le Covid. Le Covid. Qui le point d'orgue, quoi. Le moment du feu de joie, quoi. Pouah, le feu d'artifice, quoi. Le grand final. Mais ces scandales, il y a plein de scandales. Il y a plein de scandales. Je ne sais pas par lequel commencer. Tu as parlé du Mediator. Moi, le Mediator, il m'a halluciné parce que celle la ministre qui a validé donc, le Mediator, aujourd'hui, elle fait partie du comité d'éthique. J'ai plus son nom. Ouais. Et puis, Irène Frachon qui a sonné l'alarme, qui est cardiologue, qui a dit il y a des valvulopathies, il y a des maladies des valves cardiaques liées au Mediator. Ce qui était très prévisible, parce que le Mediator, c'est le Benfluorex, c'est une amphétamine. Et les amphétamines, on sait depuis toujours que ça donne des problèmes cardiaques. Donc, c'était juste complètement évident. Sauf que le Mediator a été vendu comme coupe-faim pour maigrir, quoi. À la fin, quand on est rentré, quand le scandale a explosé, l'agence du médicament a été remplacée par l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et ils ont mis à sa tête quelqu'un qui s'appelle Dominique Maraninki, qui est quelqu'un qui vient de Marseille, en fait, qui est quelqu'un de très reconnu, et qui a essayé de faire le ménage. Et qui a dit, mais c'est incroyable, en fait. C'est comme dans We Feed the World, tu vois, c'est comme les gens qui décident si le médicament a le droit d'être mis sur le marché, c'est les mêmes que ceux qui les produisent. C'est un jeu de chaises musicales, en fait, en permanence. Et aujourd'hui, à la tête de l'Agence européenne du médicament, par exemple, qui a avalisé les vaccinations, etc., c'est quelqu'un qui était en charge du groupement des lobbyistes de l'industrie pharmaceutique. C'est du délire complet, quoi. Et donc aujourd'hui, un des énormes scandales qui a cours, c'est que la vaccination, en gros, tient sur ce qu'on appelle une AMM conditionnelle. La vaccination contre le Covid. Une AMM conditionnelle, c'est quoi? C'est une autorisation de mise sur le marché, mais donnée dans un mode d'administration qui n'est pas normal, qui est fait en urgence, quoi. Et pourquoi tu as le droit de donner ça? En chantant plein d'étapes de sécurité et plein de données dont tu aurais besoin normalement pour pouvoir le donner en population générale, des recherches sur l'animal, des recherches sur la fécondité, la tératogénicité, etc. Tu ne les fais pas, simplement tu ne les fais pas, au motif qu'il n'y a pas de traitement. Je fais simple, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que s'il y avait un traitement, d'un coup, il n'y aurait pas de vaccination. Et donc, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de traitement. Et donc, on dit encore aujourd'hui aux gens, paracétamol, bonne chance, on se revoit dans 2 semaines quand vous êtes en train de vous étouffer. Ça, c'est juste un scandale, en fait. C'est un scandale parce qu'il y a des traitements. Il y en a 3 sur lesquels on est au moins tous d'accord. Lesquels ? Les corticoïdes, les anticoagulants. Ça, on est tous d'accord que ça sert à diminuer la mortalité, à diminuer la morbidité, l'évolution vers les formes graves, l'évolution vers la réanimation, l'évolution vers la mort. Et après, il y a plein de traitements où c'est tellement frelaté. L'ivermectine, l'hydroxychloroquine, le Zitromax, le zinc, la vitamine C, la vitamine D, la colchicine, le bleu de méthylène, je t'en passe, la quercétine, je t'en passe encore une dizaine, qui en fait sont des médicaments qui valent rien parce que c'est ce qu'on appelle du repositionnement moléculaire. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de profit dessus. Et eux, là, tu as plus de 20 études en gros sur l'ivermectine qui montrent que ça sert à quelque chose, c'est même sûrement très utile. Et ça n'a pas obtenu de RTU, de recommandation temporaire d'usage. Pourtant, ça a été présenté 2 fois au Conseil d'État, ça a été présenté à l'Agence européenne du médicament. Il y a des médecins, des collectifs, dont celui dont je fais partie, qui font tout pour essayer de faire reconnaître que ce médicament, il faut qu'on puisse l'utiliser, quoi. Et que les médecins le sachent. En fait, tout est fait pour qu'on ne soit pas au courant. Et que les médecins ne soient pas au courant. Et qu'on leur dise non, c'est des conneries, quoi. Et pendant ce temps, le Banvalivumab, qui est un anticorps monoclonal qui est à 1800 € la dose, c'est par voie intraveineuse, chez des gens qui vont bien, c'est au début de la maladie, donc tu ne vas pas faire un truc par voie intraveineuse, normalement c'est des cachetons, quoi. C'est de la folie de proposer un truc par les veines. Ce truc-là a une recommandation temporaire d'usage qui est liée à quoi? À juste une étude faite par l'industrie pharmaceutique qui montre que peut-être ce serait utile, et encore, pas sûr. Et les données de l'industrie pharmaceutique elle-même, si tu veux, si tu prends par exemple le vaccin, là je dis que des faits, donc je risque rien, quoi, c'est juste des datas que je donne aux gens. Si tu prends Pfizer, c'est une entreprise qui a eu 2,3 milliards de dollars d'amende en 2008 pour falsification de données, publicité mensongère, commission occulte. Commission occulte, ça veut dire donner de l'argent à des décideurs pour qu'ils décident que ce soit propice, quoi. C'est cette entreprise-là qui te donne les datas pour te dire « Ouais, ce médicament, il est bon pour toi. » Bon, donc c'est des menteurs et c'est des tricheurs. Il faudrait leur faire confiance aveuglément. Non, ils disent pas forcément que de la folie. Puis il y a des choses bien dans ce qu'ils font. Voilà, c'est pas tout jeter, quoi. Mais là, en l'occurrence, ça veut dire qu'il faut être prudent, quoi. Être prudent, c'est la base de la médecine. C'est juste d'abord ne pas nuire. On n'est pas pressé, quoi. Reste calme. Pour revenir sur l'ivermectine, c'est utilisé par exemple au Portugal.
avec des résultats plutôt concluants. Comment ils arrivent à jongler sur là-bas, c'est pas de la science, en France on fait de la science. Enfin, moi c'est ce terme de science comme si c'était la vérité absolue et bon. C'est un des secrets. Tu voulais poser la question des grands secrets. C'est que qui fait la science? C'est l'industrie pharmaceutique. Et donc qui nous donne notre boussole à dire le nord? C'est l'industrie pharmaceutique. Il n'y a personne d'autre. Et qui décide des normes de la science? C'est l'industrie pharmaceutique. Personne d'autre. Ce n'est pas les savants, ce n'est pas les scientifiques, ce n'est pas vrai. Et donc aujourd'hui, tu as des études de cohorte qui sont très bien menées, qui montrent que l'ivermectine est utile, que l'hydroxychloroquine c'est utile, mais elles sont faites en Afrique, elles sont faites au fin fond de l'Asie, elles sont faites au fin fond de l'Amérique du Sud. Voilà, tu as une espèce de morgue néocoloniale occidentale qui dit non, c'est des conneries, ils ne savent pas compter. Des pays sous-développés. C'est complètement délirant, quoi. C'est vraiment une espèce d'orgueil incroyable, en fait. Et le problème, c'est qu'on est ceux qui avons le plus mal géré ça, d'ailleurs. On a éduqué nos élites intellectuelles, entre guillemets, dans cette idéologie-là, dans ce dogme-là. Mais c'est un dogme, c'est devenu une croyance, comme oui, bien sûr, c'est un dogme. C'est plus alors que la science, normalement, c'est le doute. C'est justement l'idée que non, je suis pas sûr, on va confronter les points de vue, on va essayer plusieurs fois, parce que c'est pas sûr qu'une seule fois ça marche. Et là, on n'est plus dans la science, on est dans un dogme. Et tu te rends compte qu'il y a une inquisition aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en charge de maintenir le dogme. Qui sont justement sur Internet, qui sont financés, qui sont les zététiciens, les fact-checkers, la tronche en biais, les fact-checkers du Monde, les fact-checkers de Libé, etc. Ce que Serge Halimi avait appelé les chiens de garde. Les chiens de garde Et ils s'insurgent, ils s'indignent. C'est cela lorsque justement ils demandaient, ils exigeaient des contrôles en double aveugle, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a la même exigence concernant les vaccins? Est-ce qu'il y a la même exigence sur les autres? Il y a un double standard de l'indignation, effectivement. Ah ouais. Tu peux aller sauter sur le banivalumab ou sur le remdesivir ou sur la transfusion de plasma de patients guéris, qui sont des thérapeutiques qui ne sont pas avérées qu'elles soient utiles et qui en plus sont potentiellement dangereuses. Et puis c'est le cas pour le remdesivir, c'est dangereux, ça marche pas en plus. Donc tu te trouves là-dessus sur une ou deux études. Et par contre, tu demandes des caisses et des caisses de justification pour l'ivermectine. Donc on n'a pas fini. Ce scandale-là, il va nous poursuivre pendant des années et des années. Il y aura des règlements de compte, il y aura des purges. Ça va venir, quoi. Donc tous les gens qui sont en train de défendre le système, je leur conseillerais à Marseille, on dit méfie, c'est soyez prudents, quoi, parce que ça ne vous revienne pas dans le pif un jour de manière très 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 brutale. Ouais, parce que c'est sûr que il va y avoir de grosses séquelles. Mais est-ce que tu peux nous expliquer rapidement pourquoi, par exemple, il y a une base de données transparence? Enfin, alors je ne sais plus le nom. Transparence santé. Le niveau de corruption systémique du système de santé, il est tellement profond, il est tellement à tous les étages. Il faut comprendre que c'est pas des gens qui sont corrompus. Il y a des gens qui sont corrompus, il y en a, mais c'est pas la majorité. C'est un système qui est vicié, c'est un système qui est complètement frelaté, en fait. Mais dans tous ces recoins, c'est-à-dire dans les recoins de la fabrique du savoir, ce dont on est en train de parler là, c'est-à-dire comment on fait des études, etc., c'est complètement vicié. C'est vicié dans la façon. Et cette fabrique du savoir, elle va justifier une pratique, une praxis, une mise en place du soin, qui elle-même est dans un système techno-administratif de mise en place du soin, la Haute Autorité de Santé, les ARS, etc., qui lui-même est complètement frelaté. Il se base sur des datas fausses, des prémices faux, en fait, n'évalue pas correctement, passe son temps à dire qu'il faut évaluer, mais évalue complètement à côté de la plaque, et passe son temps à complexifier encore le système plutôt que de le simplifier. Donc, de A jusqu'à Z, c'est un système qui doit s'effondrer. Et donc, pour moi, le Covid, c'est le moment où ça doit s'effondrer. Comme la maladie, c'est le bout du système. Quand tu as trop bu, trop fumé, trop fait la fête, trop vécu comme un patachon, etc., mais tu finis malade. Et c'est ton corps et le monde qui te dit tu peux plus vivre comme ça. Et si tu continues à vivre comme ça, tu vas mourir. Et donc là, le Covid, c'est la maladie de notre monde et de notre système. Du système de santé, du système financier, du système de tous les systèmes. C'est une crise multisystémique. Moi, j'ai parlé de déplier le monstre. Tu vois, tu as une crise sanitaire, ok, mais tu as une crise financière. Mais tu as une crise sociale, mais tu as une crise sociétale, mais tu as une crise du savoir et de la science, mais tu as une crise de l'école, mais ça s'arrête plus en fait. C'est la crise tu as une crise économique, tu as une crise environnementale, enfin ça s'arrête plus, quoi. Donc tu peux déplier le monstre à l'infini en fait. Mais tu peux regarder que par le biais de la sanitaire. Voilà, en fait, c'est la fin de notre système sanitaire et c'est une très bonne chose parce que de ce système va sortir des grains, les gens qui le composent. L'infinie majorité sont des gens bien qui cherchent le bien commun, qui cherchent la santé. Et une toute petite minorité sont des pervers paranoïaques. Et très bien, ceux-là, ils vont se faire éjecter du système, vont se retrouver tout seuls, ils vont partir dans la purge, et les autres, ils vont se réassembler ensemble pour faire quelque chose de plus beau. C'est mon espoir, en tout cas. Ouais.
Optimisme. On passe la main effectivement à Nice sur, selon toi, le gros scandale dans la finance. Ce que tu as dit, Faudil, sur le big data, je pense que les premiers à avoir utilisé le big data sont les banquiers. Parce que le banquier, il sait tout de toi. Ce que tu dépenses, ce que tu gagnes, où tu vas, ce que tu fais de ton argent. Et d'une certaine façon, sont les premiers qui ont collecté des datas sur toi et qui connaissent ta vie mieux que toi et qui peuvent te prêter. Alors que les gens qui te font pas confiance, parce qu'on n'a pas créé ce lien de confiance, ne te prêtent pas. Donc ça, c'est le premier point. Donc la finance aussi profite des datas depuis tout temps et les utilise. C'est ce qu'a dit lui aussi sur ce sont en gros ceux qui régulent, qui en même temps sont acteurs. Là, c'est la même chose dans la banque. Tous les régulateurs, c'est des anciens banquiers. Ceux qui doivent être au-dessus de la mêlée, la Banque centrale européenne, c'est aussi des anciens banquiers. Donc, en fait, sont tous un peu les mêmes acteurs qui changent juste de casquette, mais sont tous les mêmes un peu partout. Et après, sur l'histoire de... Ça, c'est important, je pense, avec la science, parce que je vois, on essaye à chaque fois, quand il y a un truc qui est biaisé, on essaye d'amener la science. Et l'économie le fait énormément. L'économie, franchement, tu pourrais en parler même sans aucune équation mathématique. Mais on a besoin de ramener des modèles mathématiques, de la rendre sérieuse par la science, etc. Et j'ai envie de dire que les vrais amoureux de la science sont des gens qui sont amoureux de la vérité. Okay, et pour être amoureux de la vérité, en fait, il faut savoir la chercher et témoigner même contre toi-même si c'est nécessaire. Donc, il y a un lien un peu entre vérité et justice. Tu ne peux pas être un vrai scientifique si tu n'es pas un vrai amoureux de la vérité et de la justice et d'une certaine façon d'être mauvais même contre toi-même. Et on le voit, en fait, que ça soit dans l'économie, dans la finance ou même dans Big Pharma, ou même chez les techs, on va aller vers la vraie science. Il faut que ce soit des gens honnêtes qui aillent vers cette vraie science. Et c'est pour ça que quand on dit que la science est la lumière, c'est pas vrai. En ce moment-là, c'est pas la science qu'on a, c'est un feu de bois, c'est pas la lumière. Et on se croit intelligent. Moi, je les vois, ceux qui passent à la télé. Je suis pas spécialiste du Covid, je suis pas spécialiste du tout, mais je les sens, ces gens qui sont un peu imbus de leur personne, qui détiennent la vérité et qui détruisent les autres juste sur la réputation et qui les attaquent sur les personnes, etc. On voit, c'est les mêmes mécanismes en gros. Après, pour le plus gros scandale, il y en a tellement. Je pense qu'il me faudrait au moins 1 heure pour que je parle des scandales financiers. Donc, c'est pareil, on pourrait faire des bouquins. L'hyperfinanciarisation qui a eu lieu après les années 70, où au lieu d'utiliser les scientifiques à créer le progrès, on les a utilisés à faire du Black-Scholes, des produits dérivés dans tous les sens, le VIX, le VSTOXX, tous ces trucs-là incroyables qui servent à rien du tout. Il y a aussi le problème des subprimes. C'est un mensonge, en fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'il y a le venin du crédit, le venin de l'usure. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont dit, il est trop concentré dans un endroit. Vous savez quoi? On va en mettre un peu partout. Ça va être dilué. Et comme ça passera un peu plus, tu vois, ça passera un peu mieux. Il y a le Libor, où on a dit sur des desks à des petits jeunes comment tricher pour fixer justement les taux d'intérêt qui justement impactaient les mortgages des gens ordinaires au UK. Et à la fin, ceux qui ont payé, ce sont les petits traders. Et je sais que c'est des petits, c'est pas des gros, tu vois. Les gros n'ont écrit aucun mail, rien. Il y a tout ce qui est blanchiment d'argent avec les Lux Files, etc. Il y en a tellement. Il y en a tellement encore et encore et encore. Et le plus grand scandale, c'est encore ces 6,5 milliards qu'on prend aux pauvres. Il faut qu'on arrête, quoi. Tu vois, c'est... envoyer pour un dépassement de 7-8 euros, envoyer une amende entre 20 et 80 euros des frais d'incident, il faut arrêter. À un moment, il faut qu'on remette un peu de justice, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais il y en a tellement des scandales. Donc. Quelle solution tu préconises en priorité? Quelle solution je préconise? C'est une crise sanitaire, donc je pense qu'il faut se resanitariser. Il faut prendre soin les uns des autres et de soi-même. Et prendre soin de soi-même, ça ne veut pas dire manger des cachetons, se faire vacciner, etc. C'est pas vrai. Ça veut dire prendre soin de ce qu'on laisse rentrer à l'intérieur de nous. Et ce qu'on laisse rentrer à l'intérieur de nous, c'est des informations anxiogènes, c'est de la violence, c'est de la peur, c'est ce qu'on mange aussi et d'où ça vient ce qu'on mange. Est-ce que ça vient d'abattoirs où on maltraite les bêtes, etc. Ou est-ce que ça a été fait dans des usines à coups de pesticides et d'engrais? Ou est-ce que non, c'est un agriculteur qui a pris soin de cette chose-là, qui l'a respectée donc pour moi, il y a vraiment cette idée de
la première chose pour prendre soin, c'est qu'est-ce que je laisse rentrer à l'intérieur de moi? Comment je suis poreux au monde autour? Et puis ensuite, qu'est-ce que moi je fais sortir aussi de moi? Est-ce que je sors le meilleur ou est-ce que je sors le pire? Si je suis là pour essayer d'être un inquisiteur qui va dire c'est des salauds, il faut les dégommer, etc. En fait, c'est pas bon, quoi. Donc moi, je suis plutôt dans une optique non violente, en fait, de dire le système va s'effondrer de lui-même. Juste peut-être un tout petit peu trouver le point de déséquilibre et le laisser se déséquilibrer, comme en judo, tu sais. Tu mets pas de force, quoi. Juste le mec, tu le laisses tomber, quoi, en fait. Et quand tu vois comment c'est géré et comment ça entraîne la direction que ça prend, parce que c'est un petit peu ce qu'ils voulaient faire depuis le début, et voilà, vacciner massivement et tout, ça, on est parti pour. Je veux dire, comment toi, je sens un peu d'optimisme, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Non, je pense qu'une partie de l'humanité est partie pour, et une autre partie de l'humanité n'est pas partie pour. Les deux futurs qui s'opposent. Il y a des gens qui ont peur de la vie, qui ont peur de la mort, et qui accepteront toutes les compromissions, qui signeront tous les pactes avec le diable que tu veux, qui voudront même pas regarder, quoi, parce que leur conscience refuse d'écouter, comme dit Anis. Et ils iront, quoi. Et tu peux pas sauver tout le monde. C'est une illusion. Donc, je pense qu'il faut se regrouper entre ceux qui pensent qu'il y a un avenir qui est le néolibéralisme mondialisé, transhumaniste, où tu es du bétail, en gros, dans la main de multinationales. Puis un autre avenir, c'est à nous de créer, qui est basé plutôt sur la joie, la paix, la liberté, le partage, la confiance. Et qu'en fait, ça y est, c'est maintenant, quoi. En fait, ce sera pas demain, ce sera pas quelqu'un d'autre. C'est nous, c'est à nous de le faire, en fait. L'appel, il résonne depuis toujours. Dans la Bible, dans plein d'autres livres, il y a un appel. Les gens, ils ne l'écoutent pas. Ils vont se recoucher. Ils disent non, je ne dois pas être Dieu qui me parle. Et puis, il y a un moment où ils sont obligés de se relever, quoi. Puis là, c'est ça, c'est les prophètes, c'est les héros, c'est les héroïnes, c'est ceux qui disent, c'est les héros du quotidien. C'est sur des petites choses. Hein. C'est pas forcément. Concrètement. Tu commences à changer toi-même. Donc, moi, mon conseil, là, ma prescription de médecin, c'est éteignez la télé, éteignez vos téléphones portables, sauf pour appeler les gens que vous aimez. Et les gens que vous aimez, plutôt allez les voir. Et puis reprenez contact avec le réel. Et le réel, c'est pas ça. Ça, c'est de l'artefact. Le réel, c'est pas ça. Ça, c'est de l'artefact. Le réel, c'est des arbres, c'est de l'herbe, c'est de la beauté, c'est des animaux, c'est mon frère et ma sœur humains qui sont là. C'est le ciel, c'est la poésie, c'est tout ce que l'humain a fait de plus beau, quoi. Pas tout ce qu'il a fait de plus pratique, de plus confortable. Non, ça non. L'industrie aujourd'hui par rapport à ce qui se passe, donc on l'a compris avec plus de se dégager finalement un petit peu de matérialisme, c'est de rajouter un peu plus de prendre du recul, de spiritualité ou autre. Mais par rapport à ce qui se passe, comment qu'est-ce que toi tu préconises? La crise, c'est une chance en fait. La crise, c'est une chance qui nous est donnée. On peut ne pas l'entendre. Et comme tu dis, peut-être ça va repartir. Si on refuse de l'entendre dans la majorité collective, on va retourner dans le mur dans 5 ans. Puis ça va aller de manière crescendo, parce que c'est comme ça dans la vie, quand il y a une crise, elle te revient dans la gueule de plus en plus fort jusqu'à ce que tu comprennes. Tu as un problème avec ton père, tu as un problème avec ton boss, tu as un problème, en fait, tu as un problème avec ta mère, jusqu'à ce que tu comprennes, en fait, et que tu résolves ce truc-là. Donc nous, si notre humanité veut pas comprendre ça, elle va s'autodétruire, en fait. Elle va en mourir, comme dans la maladie. Et la problématique environnementale, à mon sens, est le premier fil de rappel qui va nous revenir là. Mais même avant la problématique environnementale, c'est la problématique sociale. C'est juste de vivre ensemble. Parce que là, on va vers un monde à feu et à sang où tout le monde a peur de tout le monde. Ce que les collapsologues appellent l'effondrement, et on est dans l'effondrement déjà. Donc, moi, j'ai aucune crainte, en fait, ça me fait pas peur ni rien. Je pense que c'est juste, c'est en train d'arriver. Et puis voilà, ça, comme c'est arrivé dans les âges plein de fois, en fait. Hein. Plein de fois, tu as eu le déluge, plein de fois, tu as eu Ninive qui a voulu être rasée, ou bien Sodome et Gomorre. Bon, c'est jamais que la réitération à l'infini du même récit. Hein. Donc, c'est à nous maintenant de proposer un récit de construction du monde. Face au récit de destruction et d'apocalypse, quel récit de construction du monde on propose? Et il est en train de se faire jour, ce récit de la paix, de la joie, de la beauté. Il est en train d'arriver. Donc là, qu'est-ce que je peux dire aux gens? C'est réfléchissez à de quoi vous avez vraiment besoin. Retrouvez le fil rouge de votre vie, en fait. Vous avez besoin de l'iPhone 12? Non, c'est pas ça le fil rouge de votre vie. Vous avez besoin d'avoir des amis. Vous avez besoin d'être en lien. Vous avez besoin de... Voilà. De nature. Donc, ça va te paraître peut-être pas assez matérialiste. Dans les actions concrètes, je pense que c'est l'art du non-agir. C'est ce que je défends moi dans ma voie de la non-violence. Hein. C'est qu'avant de vouloir dégommer Macron, de vouloir dégommer Big Pharma ou je sais pas quoi, en fait, déjà, c'est des trop big boss de fin de niveau pour moi. Je suis pas capable. Donc, quand il y a un trop gros big boss, c'est qu'il faut que je commence ailleurs, avant, que j'aille au niveau 1 et que je trouve les armes pour aller au niveau 15. Et les armes, souvent, c'est de se mettre en lien. Et donc déjà de souffler sur toutes les braises de ceux qui ont un doute, les mettre ensemble et de les faire parler de vers quel monde on veut aller ensemble. Et là, on va commencer à être puissant. Et là, on va pouvoir prendre le big boss de fin de niveau numéro 2.
l'ARS peut-être, ou juste l'école des enfants. Voilà. On va aller discuter à l'école des enfants, l'histoire du masque et tout, vous êtes sûr, se remettre en lien, quoi. Puis on va les reprendre, eux, avec nous. Puis on va devenir de plus en plus gros. Puis on va prendre le big boss numéro 2, quoi, l'ARS. Vous êtes sûr là qu'il ne faut pas soigner les gens quand ils sont à la maison et tout ça, qu'il ne faut pas leur donner de traitement et tout? Si on en parlait, quoi. Et tu vois, et c'est du non-agir, en fait. C'est juste laisser faire. Mais enfin, non-agir actif, quoi. Je sais pas comment dire. Un peu paradoxal, quoi. Et parce que si tu donnes pas d'énergie au monstre, il meurt. Si tu prends pas ton téléphone portable, ça meurt, Google. Si tu fais plus de requêtes. Si tu prends pas de prêt, ça meurt, la finance, quoi. Donc, il y a juste à ne pas faire, quoi. Et pour ça, il faut s'aligner. Il faut que ta conscience, elle écoute ce qui est juste pour toi et ce qui te rend pas malade. Mais c'est le plus dur, hein. C'est le plus dur, c'est le travail sur soi d'abord. Exactement. Ben voilà. C'est ce qu'on essaie de partager à travers ces interventions vidéo. Merci à toi, Louis. Merci beaucoup à toi, Faudil. Pour la conclusion d'Alice, ouais, j'aimerais bien, carrément. Non, très rapidement, mais j'aime bien ton idée d'appel. Moi, franchement, je l'ai entendu. Plutôt qu'appel, je dirais de rappel. Parce que je pense c'est inné en nous, tu vois. Moi, ça n'a pas été très dur d'aller puiser au fin fond de ma conscience, de chercher ce qui est juste, vrai, etc. Et c'est pour ça que je parle de rappel, parce que je pense qu'on l'a en nous-mêmes. Mais encore faut-il se poser des questions. Et je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas dans cette idée de se poser des questions. Pourquoi ? Parce que leur conscience, en fait, ne les laisse pas se les poser, tu vois. Et ils ne veulent pas faire face à la réalité, face à leurs échecs. Et en fait, ce n'est pas leurs échecs, tu vois, c'est un problème de société. Et comme a dit lui, je pense que, justement, il faut reconstruire de la base et se faire confiance. Et par exemple, si je veux être un peu plus concret dans le système bancaire, pour que petit à petit, il faut qu'on se parle les uns les autres et qu'on essaie de comprendre. Justement, il y a une des questions que tu n'as pas posées sur le plus gros secret, sur la création monétaire, comment elle est créée, est-ce qu'elle doit être publique ou pas, est-ce qu'on doit la laisser à des gens privés ou pas. Voilà, et de se parler, de commencer à en parler gentiment et doucement entre nous, et petit à petit de se dire, est-ce qu'on n'est pas capable de faire autrement. Je le vois, plus la communauté est forte, que ce soit n'importe quelle communauté, qu'elle soit ethnique ou pas, plus les gens se font un peu plus confiance et se prêtent entre eux, etc. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers plus de ça pour que justement le pouvoir des banques, des big banques, s'amoindrisse et qu'on devienne un peu plus fort. Donc, il faudrait aussi que on pousse justement à ce que le crédit soit orienté vers la vraie vie, en fait. Si vous voulez une vie de crédit, moi, j'en veux pas, hein, mais ceux qui en veulent, au moins qu'elle soit connectée au réel. Parce que si elle n'est pas connectée au réel, quel est le but, tu vois? Un des plus beaux moments de ma vie, c'est pas quand je suis allé aux Maldives ou quand je suis allé en Thaïlande ou je sais pas quoi et que j'ai fait 13 heures de vol. Un des plus beaux de jours de ma vie, c'est que j'ai pris la voiture, on est allé à 200 km de là où j'étais dans le désert et on s'est posé, on a regardé les étoiles. Dans le noir absolu, dans le désert total. Voilà, c'était ça le plus beau jour de ma vie et pourtant, j'ai l'impression que je parlais vraiment à quelque chose de spécial. Et voilà, je terminerai juste sur ça. C'est se connecter à la vie, à la création, en fait. Et la création, c'est quoi? Ce sont les hommes, les animaux et l'écologie. Et c'est la nature. Voilà. Et tu vois, ça fait un peu le mec qui court après son iPhone 12, après la voiture, après ceci, etc. Tant qu'on aura une société qui vise juste le rendement, la monnaie, l'oseille, le flous, tout ça. Le matériel. Mais je pense que c'est pas naturel. Les anthropologues en parleront mieux que nous. C'est pas du tout naturel d'avoir cet instinct de survie qui soit lié à quoi? À gagner le plus possible d'argent et d'en amasser le plus. C'est pas ça la vie. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Merci pour cette conclusion philosophique. Merci beaucoup, Faudil. Merci beaucoup, Annie. C'était un plaisir. Merci à toi. Merci, Louis. Merci beaucoup. On discute volontiers ensemble. Merci pour ton temps. Des solutions pratiques, quoi. Parce que y a des gens, ils disent, OK, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Ça arrive. Non faire. Je sais que toi, tu as des projets de ton côté, tout le monde en a, et je pense que ça va venir. Ça se construit. Merci à vous, au plaisir de remettre ça à l'occasion. Merci. Bon courage, en tout cas, vous de votre côté. Who owns the patent on this vaccine?
Well, the people, I would say, there is no patent. Could you patent the sun?